J'ai le plaisir de vous recevoir sur Maxi Martinique 107.1 et 107.3 FM en simultané vidéo sur gtmag.fr pour la grande émission Automoto de fin de semaine en prime time. Et oui, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis à 18h, les expertes et les experts de la bande AGM sont à l'arrobase du Casino Batelière Plaza pour traiter de l'actualité auto et moto d'ici et d'ailleurs. Merci au personnel de l'arrobase qui nous accueille et qui vous accueille pour ce dîner-spectacle qui permet d'assister tout en dînant à l'enregistrement de notre émission. Nouvelle carte, je vous invite d'ailleurs à la découvrir en ligne ou en direct ici sur place. Je suis ce soir avec nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Je parle bien évidemment de Yona Namrit, qu'on applaudit bien fort. Hello, hello, hello. De Nicolas Aron. De Eric Rouget. Bonsoir à tous. Et de Jimmy Thomas. Hey, bonsoir à tous. Et voilà, donc nous allons commencer cette émission en faisant un petit topo des thématiques que nous allons aborder. Et quelles thématiques encore, des sujets qui sont très intéressants. Et nous allons commencer cette émission avec Eric qui va nous parler du portrait robot acheteur du véhicule d'occasion, véhicule électrique. Robot, mais pas de l'AI pour le coup. Exactement. Ensuite, Yona va nous parler de la voiture qui s'est imposée depuis la Seconde Guerre mondiale, donc c'est quand même pas rien. Donc on va rentrer dans un petit côté historique, petit côté histoire. Nostalgie, tu vois. C'est quand même intéressant de voir un petit peu les prémices qu'occupe de la place de l'automobile dans notre société. Parce que c'est pas si vieux en fait, l'automobile, si on regarde bien. C'est pas si vieux que ça. Et d'ailleurs, l'une des toutes premières autos était une auto électrique. Ça date déjà depuis très 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 longtemps. Alors, ensuite, on parlera du constat amiable, obligatoire ou pas. Est-ce que le constat à l'amiable est-il obligatoire ou pas? Alors ça c'est quand même un sujet qui est intéressant pour notre quotidien. Alors j'espère que vous n'aurez pas... faire le constat amiable au milieu de la rocade aussi. Alors ça aussi, ça c'est... Mais ça, Eric va avoir son mot à dire là-dessus. Jimmy nous parlera de Stellantis et les V8 EMI. Donc on aura un petit aperçu là-dessus. Et Nicolas nous parlera de Toyota hybride ou Angry. Donc on va comprendre le pourquoi du comment. Mais tout d'abord, nous allons commencer avec Eric Rouget. Nous te laissons la parole pour nous parler de ce fameux portrait robot. Le portrait de l'acheteur d'un véhicule électrique d'occasion. On t'écoute, Eric. Eh bien déjà, il n'est pas jeune. Ah, il est vieux. Eh non, il n'a pas les sous quand il est jeune. Donc déjà, c'est le marché plutôt nouveau qui est en train de s'ouvrir, car finalement, la production massive de voitures électriques est un phénomène très récent. Le prix des voitures électriques neuves est encore très très cher et on n'avait pas encore de recul sur la fiabilité de ces véhicules. Donc l'occasion, c'est encore faible. Ça commence à arriver, surtout avec la fin de location des parcs électriques des grosses sociétés. Donc il commence à y avoir un petit peu plus de véhicules électriques sur le marché de l'occasion, mais en réalité, c'est tout neuf. Donc ça augmente rapidement. Au fur et à mesure que les ventes augmentent, et tu nous as dit dans la dernière émission que c'était 1%, puis 17% les parts de marché, donc ça commence à changer. Mais on n'a pas beaucoup de recul. Mais ce marché, donc, il est en train de subir une forte progression. Pourquoi ? Parce qu'il y a une décote plus forte avec les véhicules thermiques ne décotaient moins que les véhicules électriques. Parce que la technologie, comme on en parle aussi souvent, va très vite dans l'électrique. Donc, une voiture qui était au top il y a 6 mois ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et donc, ça change tellement vite que la décote est très rapide. Donc, déjà, par exemple, la décote sur un véhicule d'occasion de base, sur un véhicule neuf qui part en occasion, déjà... je n'ai pas le pourcentage exact, mais je crois que ça perd déjà 20 ou 30% de sa valeur dès qu'on met la clé dès qu'on sort du concessionnaire. C'est sûr. Donc déjà, rien que ça, c'est quand même assez impressionnant de voir la décote d'un véhicule. Puisqu'on parle des concessionnaires, le marché de l'occasion en électrique est tenu en particulier par les concessionnaires. Parce que c'est eux qui ont les parcs justement de véhicules de location électrique qui récupèrent ça et qui vont les revendre. Donc le marché est très faible pour les personnes normales en fait, pour les individualités. Alors si on devait faire du coup un petit récap, qu'est-ce qu'on peut vraiment conclure sur ce profil type du
Alors, le profil type, c'est une personne qui a plus ou moins 50 ans et qui a assez d'argent. C'est souvent un second véhicule, en fait, le véhicule électrique pour les personnes. Et donc, c'est un peu du luxe, hein, comme on a dit aussi dans les autres émissions. C'est un peu du luxe d'avoir une voiture, hein, parce que ça coûte cher. Et une voiture électrique, notamment, ça coûte relativement cher encore, même d'occasion. Donc, on attend les nouveaux véhicules à un coût un petit peu plus faible, avec des nouvelles technologies de batterie qui vont faire baisser les coûts. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'acheteur... la moyenne d'âge pourra baisser parce que un jeune, peut-être qui aura 30 ans, qui aura un travail, pourra enfin s'acheter une voiture électrique d'occasion. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Eric de nous avoir un petit peu dessiné le portrait robot d'un potentiel acquéreur d'un véhicule électrique d'occasion. Donc c'est vrai que le marché commence à peine à fleurir parce que ça reste quand même très récent, le marché de l'occasion électrique. Et pour l'instant, c'est des petites citadines, hein, surtout les voitures d'occasion qui sont achetées par ces personnes-là. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Eric. Et maintenant, eh bien, nous allons passer à ma partie préférée. Hein. Vous savez ce que c'est ? À la question qui fâche. J'ai l'impression que ça fait un bruit. Et alors, je vais demander à Yona de tirer une question qui fâche. Voilà, la main innocente. Voilà. Allez, la main innocente. Mais oui, je t'en prie. Attention, on n'en prend qu'une. Hein. Bon, voilà. Et vous aussi, vous faites la petite touillette. Hein. Vous pensez que ça va... Ouais, ça change là. Ça va pimenter la question. La question qui fâche, la question qui fâche. Bah, elle T'as est intérêt, super bien pliée, dis donc. Ah oui. Ça fâche ? Pour la Martinique, un chouïa quand même. Alors, attention, on y va. Il faut interdire le lavage auto ou moto, sauf dans les centres agréés. Ah bon. Oui. Alors, Nicolas, je t'en prie. Alors, je n'ai pas forcément la réponse, mais je pense que déjà, d'une part, ça dépend. Alors, j'ai envie de dire oui, mais en même temps, là encore, c'est une question de responsabilité, savoir qu'il ne faut pas laver sa voiture dans les cours d'eau pour commencer. Par exemple, dans les gués. Voilà, ça serait bien de commencer par ça. Ensuite, ça dépend peut-être certainement de la période de l'année. Est-ce qu'on est en période de sécheresse, etc. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait vraiment limiter effectivement la consommation d'eau. Des produits qu'on peut utiliser aussi. Des produits qu'on utilise, mais au-delà de ça, les centres ont des systèmes de récupération d'eau, de gestion de l'eau, etc. C'est toujours ça, l'histoire de... Est-ce que c'est vraiment bien géré, cette récupération d'eau dans les centres ? Ça, J'ai bien peur que non. Bah oui. Parce que déjà, il va falloir réutiliser des eaux qui sont usagées, dites usagées, parce que forcément, ce sont des eaux qui sont usagées. Ça a un coût de traiter des eaux usagées. Et des fois, le coût pour retraiter une eau usagée est bien plus élevé que le bénéfice. Déjà, quand on voit le retraitement des poubelles, hein, on a un petit peu peur sur le retraitement des eaux et des huiles, etc. Alors, j'ai envie de dire, déjà, il faut respecter, enfin, si je peux parler pour ma part, pour mon opinion, on ne peut pas interdire à un particulier ce qu'il se passe dans l'enceinte de sa propriété. Alors, encore une fois, on va dire, bah oui, mais bénéfice à ceux qui ont la possibilité d'avoir une maison et qui peuvent stationner leur véhicule chez eux, parce que forcément vous stationnez votre véhicule chez eux, vous avez le droit de remplir votre piscine sous certaines conditions. Pourquoi ne pas nettoyer un véhicule ? Parce que on peut l'interdire. On peut l'interdire, mais comment on vérifie dans l'enceinte d'une propriété qu'une personne a nettoyé son véhicule ? Enfin, j'ai envie de dire, comment c'est possible à part mettre... la délation. Non, alors, je suis d'accord, mais honnêtement, il y a beaucoup de propriétés, notamment au Cap-Est, notamment au François, notamment lotissement Caraïbes. J'aimerais bien savoir comment on peut regarder ce qu'il se passe dans l'enceinte. Alors, je parle de ces zones, mais il y en a beaucoup d'autres, attention. Oui, parce qu'il y a des belles palissades, on ne voit pas ce qui se passe derrière, forcément. Mais sans parler de belles palissades, il y a aussi des maisons où la palissade n'est pas forcément esthétique, mais où on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Des grosses palissades où on voit pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'enceintes de propriétés où on ne peut pas voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Et...
les drones peuvent être utilisés. Laisser les gens nettoyer leur voiture chez eux. Merci. Oui, je pense, Jimmy. Moi, alors, si à partir du moment où l'on utilise des produits biodégradables, voilà. quand on est en mer, qu'on a un catamaran ou qu'on fait une sortie bateau ou voilier, on a des produits qui sont biodégradables, que ce soit pour se laver pour le corps, que ce soit pour faire la vaisselle. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de lave-vaisselle sur un bateau et qui doivent faire la vaisselle à la main. Et bien, il y a des savons naturels que vous pouvez directement rejeter dans les océans sans que ça puisse polluer l'écosystème. Donc pourquoi ne pas faire ça avec nos véhicules? Dans ce cas-là, le seul problème serait d'utiliser de l'eau. Mais on peut utiliser de l'eau pour arroser nos plantes. L'eau, ça se... et puis l'eau, ça se recycle. On la récupère, elle retourne à la mer. Je suis pas trop convaincu du lavage à sec. Bon, alors c'est peut-être une technologie. Dis-nous justement, Jimmy, toi qui es spécialiste. Après, je pense que c'est surtout une éducation de chaque automobiliste. Laver son véhicule en Martinique, c'est institutionnel, je dirais. Il y a 20 ans, le week-end, les bagnoles, on les lavait dans les cours des rivières. J'ai déjà vu ça, je l'ai déjà fait. Jimmy, je l'ai vu encore il y a pas longtemps. En 20 ans, les habitudes et les us et coutumes, on va dire, ont changé. Donc maintenant... Tu le vois vraiment, le changement de mœurs à ce niveau-là? Ah oui. Ah bah oui, je te dis, il y a une évolution. Il y a 20, 15, jusqu'à peut-être même 10 ans, jusqu'à il y a 10 ans, t'as des gens qui lavaient leur voiture dans les gates dans certaines communes où effectivement t'as des cours de rivière dans certains quartiers qui sont pas très fréquentés, t'as des gens qui vont laver leur bagnole là. Donc oui, ça change parce que il y a eu de plus en plus de prise de conscience, oui, sûrement. Ensuite, au niveau professionnel et au niveau de l'offre, il y a eu des personnes qui ont construit des centres de lavage. L'offre est plus importante. L'offre est beaucoup plus importante, beaucoup plus visible. Donc voilà. Parce que ça a un coût quand même d'aller dans une station de lavage. Au niveau des produits. Oui, justement, c'est un coût. Donc est-ce que ce ne serait pas aussi imposé à certaines personnes de mobiliser une certaine somme d'argent? Parce qu'allez, on va faire un panier moyen pour nettoyer un véhicule correctement, il faut au moins 10 €. Plus ou moins. Facilement. Je fais un petit panier moyen sans parler du lustrant, des jantes. Je parle vraiment un nettoyage simple. Un nettoyage classique où on fait un pré-lavage, une mousse et un rinçage. On est au moins sur du 10 €. Tout dépend le type de véhicule. Si on nettoie une Smart, c'est pas la même chose que si on nettoie un très gros SUV. Je suis pas d'accord. Si on est au rouleau, c'est plus cher. Oui, alors moi je fais déjà le premier prix d'entrée. On a quand même plus de Karcher que de rouleaux quand même en Martinique. Général, les rouleaux aussi c'est 10 balles. Vous avez des premiers lavages? Oui. Alors peut-être c'est entre 6, 8 minimum jusqu'à 16 max. Bon alors la question. Ah ouais? Oh purée. Ah oui d'accord. Ouais, là on est sur des gros, on est sur de la grosse ça commence lessive à faire là. cher, Où ça? Bon alors, Eric, pour ou contre? Alors moi, je pense qu'il faut continuer, mais vraiment avec une conscience et avec des produits biodégradables qui est... Donc pour interdire le lavage non, justement, ne pas l'interdire. Okay. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'interdire, mais qu'il faut que les gens fassent attention de ne pas faire écouler de la graisse, etc. dans les cours d'eau. Voilà. Jimmy, pas du tout, Nicolas? Il faut une consommation raisonnée et je pense que ça ne sert à rien de tout faire. Très bien. Yona? Je pense qu'il faut laisser le choix. Voilà, c'est important au jour d'aujourd'hui. Si on a envie de laver, de prendre le temps, justement, quelquefois c'est un temps du week-end qui est vraiment important chez certaines familles ou pour. C'est un peu traditionnel. Voilà, exact. On parlait de mœurs tout à l'heure là avec Combien Jimmy. de fois j'ai lavé les voitures avec mon grand-père dans le jardin, c'était hyper convivial et puis c'était agréable. C'est toujours cette idée de rencontre. Non, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Nicolas. Gardons quand même à l'esprit cette idée de biodiversité, de respect de notre environnement et faisons les choses bien. Eh bien, je suis d'accord avec les deux derniers camarades, là, Nicolas. Bon, alors ça fâche pas tant que ça, hein. Bon. Non, pas tant que ça. Franchement, moi je suis d'accord. Ça me fâcherait qu'on interdise, tu vois. Non. Voilà. Il faut pas interdire. Il faut pas interdire. Oui, mais je veux dire, on pourrait avoir des personnes qui sur le plateau qui disent il faut interdire et d'autres qui disent non. Alors, en plus, on est en nombre impair, on peut départager. Hein. Non, et puis ça a un coût quand même. Il y a des personnes qui ont pas forcément l'argent, qui économisent en faisant ça. Donc. Pensons au panier moyen, là. Mais surtout, avec l'augmentation de la vie... des cartes grises des voitures électriques, de la vie chère, ça fait beaucoup. Est-ce que c'est pas mieux, en fait, d'ailleurs, de laver
récupération avec l'eau de la cuve. Avec, pardon? L'eau de la cuve. Il y a une récupération de pluie, tout ça. Ouais, aussi, par exemple. Par exemple. Oui, parce que là, on parle Non, mais en fait, c'est l'écoulement qui est dangereux. C'est pas le nettoyage par lui-même. C'est l'écoulement des graisses qui vont être sur le moteur, parce qu'il y aura peut-être un peu de graisse, mais avec les voitures électriques, il y en aura moins. Donc, des produits bio. Mais après, je pense que c'est pas qu'une question aussi de produits d'entretien, mais plus une question de récupération, enfin de consommation d'eau, parce que vous vous rendez compte quand même la consommation d'eau que ça peut prendre de nettoyer un véhicule, et je pense que sous prétexte et sous réserve que les eaux sont recyclées en station de lavage, eh bien forcément il y a ce côté un petit peu plus écologique. Chez nous, on fait pas de la récupération d'eau. Si on pollue pas l'eau, si l'eau d'écoulement est pas sale et avec des produits qui n'abîment pas la planète, il n'y a pas de souci. Ah oui, non, mais alors dans ce cas-là, c'est comme arroser son jardin en période de sécheresse aussi, c'est-à-dire que l'utilisation d'eau... Attention, j'ai pas dit en période de sécheresse. En période de sécheresse, oui. on mais sait même tous pas qu'il en faut faire période de attention. sécheresse, qu'on a la chance d'être sur une île où on a quand même une pluviométrie qui est quand même élevée. Mais même dans certains départements ou régions de France, même dans le sud, sans parler de sécheresse, il y a quand même une consommation d'eau. C'est-à-dire même en plein hiver, mes parents m'ont toujours sensibilisé sur le ballon de douche où on dit attention, tu utilises trop d'eau. Pourtant on est en plein hiver, il n'y a pas de question de sécheresse, mais c'est une question juste écologique et aussi financière, parce que ça a un coût aussi, l'écoulement de l'eau. Donc après, je pense qu'il y a aussi un côté écologique où, sans parler de sécheresse, l'eau reste une denrée rare quand même au niveau de l'écosystème. Donc, après, on a un carême qui est assez humide, donc cette année, on n'a pas été trop embêtés. On n'a pas eu de zone de sécheresse, mais je pense qu'on a tellement pris cher l'année dernière que là, ils se sont dit bon, allez, on lève un peu le pied. Mais c'est vrai qu'on rentre presque dans la période cyclonique sans avoir eu de période de carême presque. Pas de transition. Alors, réchauffement climatique ou non, on ne sait pas. Enfin bon, pour revenir sur nos thématiques, nous allons continuer cette émission en parlant juste après l'écran publicitaire. Eh bien, nous allons parler de la voiture qui s'est imposée depuis la Seconde Guerre mondiale avec Yona. Donc Yona, tu vas nous faire un petit débrief et un petit topo sur l'authenticité, sur la place qu'occupe la voiture dans nos sociétés depuis des générations et des générations, parce qu'on parle bien évidemment de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est sûr que c'est plus ou moins loin, c'est-à-dire que c'était hier comme c'était il y a longtemps aussi. Et non, je n'ai pas connu en 1920. Ne me regarde pas comme ça. Regarde, mais on ne sait jamais. Coupé l'herbe. L'homme préhistorique n'est pas si loin que ça. Oh, elle est vilaine. C'était la question qui fâche déguisée, ça. C'était qui a connu la Seconde Guerre mondiale parmi nous? Roulement de tambour. On en parlera du coup après cet écran publicitaire avec Yona qui nous fera justement un petit passage historique. On se retrouve à de suite. Merci. De retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du casino Batelière Plaza. On retrouve GM et toute sa bande dans le grand talk show automoto des Antilles. Merci d'applaudir bien fort nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Et surtout, merci à nos fidèles partenaires. Je parle bien évidemment de Label Web, de Speedy Martinique, du Casino Batelière Plaza, de l'arrobase du Casino Batelière Plaza et de gtmag.fr. Et nous allons donner place à Yona qui va nous parler de la place de l'automobile depuis des générations. Notre historienne. C'est ça, c'est un petit peu notre historienne du soir. Toi, je vais te pincer en fait. Bref, allez on va Yona. faire un saut dans le temps. Retour dans les années 50, voilà, en direction 2050. Donc...
Non, mais je vais te frapper en fait. Hein. Tu cherches les problèmes. Enfin bon, la voiture, elle Ils sont dissipés ces élèves ce soir quand mais même. c'est lui, madame. Allez, Yona, on t'écoute. La voiture a dominé nos routes pendant des décennies, mais la question se pose, est-ce encore tenable? Bon, alors, un petit peu contexte historique. Après la Seconde Guerre mondiale, donc la voiture s'est imposée comme le symbole de la liberté et du progrès. En France, on est passé d'une voiture en fait pour 25 habitants en 1950 à une voiture pour 2 habitants en 2000. Et j'ai envie de vous dire qu'en Martinique... Voilà, cette donnée est empirique, mais j'ai envie de vous dire que voilà, l'observation du territoire, voilà. Donc, c'est vraiment une progression fulgurante qui est rendue possible par le boom économique, le développement des routes et aussi une énergie qui à l'époque était encore peu chère. Donc, pourquoi un tel engouement? Pourquoi un tel engouement, me direz-vous? Pourquoi un tel engouement? Pourquoi Oh là là, mais je me sens tellement... c'est presque une question qui fâche, là. Ben voilà, ben simplement parce que la voiture permet ce que peu de modes de transport offrent. Donc on a un trajet direct, on en parlait de porte à porte, sans attente ni correspondance, et même si ça coûte un peu cher, environ 4 000 € par an, selon Aurélien Bigot, elle reste pour beaucoup une solution pratique et presque incontournable. Mais voilà, eh bien ouais, l'avenir s'annonce plus exigeant. Pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, il faudra repenser nos déplacements, et Aurélien Bigot, j'en ai parlé en amont, donc en fait, clairement, c'est un chercheur sur la transition énergétique des transports. Eh bien, ce chercheur est formel. Il faut remplacer la voiture par d'autres solutions plus sobres, plus partagées et plus durables. Alors bien sûr, il existe des alternatives. On parlait du vélo justement, les transports en commun, l'autopartage, le covoiturage. On a déjà eu l'occasion d'aborder ces thématiques, voire la location ponctuelle. Bon, bien sûr, l'idée n'est pas de diaboliser la voiture, mais de l'utiliser autrement, moins souvent, mais mieux. Dans les grandes villes, les modes doux prennent le dessus, donc tout ce qui est vélo, trottinette, marche. Bien sûr, en Martinique, on a un relief assez escarpé, donc ça peut être difficile, compliqué d'aller vers ce type de transport. Pour autant, dans les scénarios prospectifs comme celui de l'ADEME, qu'ils ont baptisé Génération Frugale, on imagine une réduction de 55% du nombre de trajets en voiture d'ici 2050 et 26% de déplacements en moins à l'échelle globale. Donc la voiture resterait présente, mais son usage serait plus ciblé, plus stratégique, des trajets rares, de longue distance, des usages partagés. Et surtout, elle devra être électrique et bas carbone pour respecter les engagements climatiques. Donc en clair, la voiture de demain ne disparaîtra pas, ok? Elle changera de rôle, moins omniprésente, mais toujours utile à condition de s'adapter. Alors la voiture, objet culte ou transition en marche, une chose est sûre, l'heure est au virage. Oh! Est-ce que tu crois que les gens sont prêts à ce virage-là, Yona? Oui. Tu crois vraiment? C'était mignon ce petit oui. C'était très mignon. Oui, t'as vu? Mais enfin, c'est vrai que l'individualité des gens fait que je pense qu'ils sont pas prêts pour ça. C'est pas seulement aussi l'individualité, c'est on en parlait la fois dernière. La voiture est vraiment vue, enfin en tout cas pour moi, est un outil encore de luxe, parce qu'on mais de personnalisation aussi, de personnalité, c'est-à-dire c'est ça aussi le luxe en fait. C'est un accessoire de mode, un accessoire de vie. C'est une projection personnelle aussi. On a beaucoup d'effets personnels dans les véhicules. Et des fois, même prêter son véhicule à une personne, même proche, faire rentrer dans ton il y a son odeur, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme prêter sa chambre, entre guillemets. Il y a quand même... C'est un endroit de vie, finalement, une voiture qui est très personnelle. Hein. Et pourquoi je dis aussi un luxe? Parce que, vu nos distances, vu notre relief, quelquefois, pour pouvoir se déplacer, et vu l'organisation des transports en commun, oui, c'est un luxe. Et donc, pouvoir se dire, écoute, je vais te prêter mon précieux, en fait, si on peut dire,
Oui. Puis je pense aussi C'est un qu'au-delà peu de ça, il y a aussi l'investissement financier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les réparations étaient à moindre coût, que les véhicules étaient à moindre coût, on n'aurait pas forcément peur de prêter son véhicule. On sait aussi que s'il y a un accrochage, qu'il soit en tort ou à raison, il y a l'assurance derrière, il y a un malus. Il y a aussi beaucoup de choses qui font qu'on se dit ça peut être très dramatique financièrement et même juridiquement, en fonction de l'assurance. Si vous amochez une personne en prêtant votre véhicule, enfin si la personne j'ai testé. heurte. Tu as testé ? Ouais, j'ai testé ça. C'était pas une bonne idée, mais non, ben voilà. Je pense qu'on va en rester sur c'est pas une bonne idée. Alors, qui n'a jamais prêté son véhicule ? Tout le monde a déjà prêté son véhicule, mais d'accord. Bon, alors. Écoute, on peut faire. Non, mais alors, quand je dis prêter son véhicule, pour le coup, hein. Nicolas, quand je dis prêter son véhicule, je parle pas de je te prête mon véhicule pour partir en congé, en vacances. Mais voilà, tu es en soirée, tu ne veux pas conduire, tu passes le volant à un ami. Je t'assure, personne ne conduit ma voiture. Waouh. C'est un sportif, incroyable. Nicolas. Et ta femme ? Pourquoi tu me regardes en disant ça? Tu laisserais pas ta femme conduire ton véhicule? C'est pas mal. Hypothétiquement. T'as personne en ce moment là. Non, bon. Et à ta famille proche, les parents, des cousins, des... Non, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la situation où quelqu'un m'a fait la demande, donc la situation n'est jamais réellement. Ben écoutez, demandez à Nicolas, voilà, il sera ouvert. Il est complètement... Appelez-moi. Covoiturage, Blablacar, ce que vous voulez. Nicolas est là pour répondre à tous vos besoins. Rendez-lui avec le plein quand même. Ah oui, non, mais quand même, blague à part, c'est vrai que cette société est vraiment tournée de plus en plus vers l'hyper-personnalisation. Et c'est sûr que maintenant, changer de paradigme, ça sera un petit peu compliqué. Donc, c'est sûr que la voiture, à un certain moment... Culturellement, ouais. Ça va être difficile. J'avoue que j'ai du mal à me projeter dans l'organisation qu'on a, en tout cas en Martinique, peut-être ailleurs, mais dans le contexte insulaire déjà, c'est compliqué. Insulaire avec des morts, c'est encore plus compliqué. Oui. Mais ce qu'on constate en termes vraiment d'organisation, d'urbanisation, ça me paraît... Surtout qu'on nous propose des voitures individuelles qui sont bien pour nous avec les options qu'on désire. Donc ça va pas dans le sens commercial, cette idée-là en plus. Donc les constructeurs automobiles, je suis pas sûr que eux non plus soient prêts à faire ça encore. C'est ça, exactement. La loi et l'esprit de la loi. Oui, Nicolas. Parce qu'en plus, ça donne un argument anachronique. Donc la voiture coûte 4 000 € par an en moyenne. Exact. Donc, si on avait des transports en commun qui nous permettraient de les déplacer facilement, l'économie qu'on ferait chaque année. Oui, parce que par exemple, si on se fixe sur l'une des villes qui est la mieux desservie de France, on parle de Paris, on est, je crois, sur un forfait. Alors attention, ça fait longtemps que je me suis plus focus sur les prix, mais je crois que le pass Navigo, toute zone confondue à l'année, je crois qu'on est sur du 300 ou 400. Et je crois. Ouais, mais bon, ça fait attention parce que ça a augmenté pas mal. Là, mais on était... Alors, c'est vrai que moi, c'était quand je faisais mes stages étudiants, j'avais travaillé 1 an à Paris et c'était il y a 6 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans il y a 6 ans. Il y a au moins 6 ans, 4, 5, 6... non plus, ça doit faire 8 ans. Oui, ça fait 8 ans parce que c'est mon année des... Oui, j'avais à peu près 21 ans, donc c'était il y a 8-9 ans. Donc c'est vrai que... Non, mais en tout cas, on est à moins de 1 000 €, ça c'est sûr. Mais encore une fois, il faut que les chauffeurs des bus présents ne s'intoxiquent pas avec les bus en Martinique. Donc que les bus roulent, que je vais fâcher tout le monde, mais vous avez déjà tous utilisé les transports en commun en Martinique? Oui. Alors pas depuis que je suis revenu, c'est-à-dire que quand j'étais au lycée ici au lycée, je suis revenu. Oui, t'avais pas le choix, quoi. Moi, ça fait longtemps. Sincèrement, il y a trop de ça fait Oh là là, mais revenez sur le terrain. Non, mais c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai essayé Ma fille, une fois. Quand elle était là, prenait le bus et c'était compliqué d'arriver à l'heure à son travail. C'est très compliqué. J'ai essayé une fois à mon arrivée où il y avait une période où j'étais en carence de véhicule et j'avais essayé de faire Fort-de-France, La Colline. Et ben, je peux vous dire que ça a été un périple. Ça marchait mieux avec les taxicos, presque. Ça a été un périple. Ouais. Ah ouais, avec les taxicos, ça fonctionnait mieux. Ça dépend. C'est vrai que on n'a pas l'accessibilité non plus au taxi comme on l'a en France. On n'a pas de Uber. C'est vraiment en termes de confort. C'est vrai que maintenant les bus sont quand même climatisés. Non, Nicolas, nous n'avons pas de Uber. C'est autre chose, c'est sûr. Mais en termes d'horaire, bon, ça reste toujours aussi compliqué. Il n'y avait pas d'horaire, il y avait de la régularité. Exact. Voilà.
Alors, Il y avait de belles rotations. C'est du tandis que suspense. là- Mais bon, de prendre le je bus. pense que ça va quand même s'améliorer, il n'y a pas le choix. Oui, merci Nicolas. Là, c'est pas moi qui l'ai Bon, dit. alors justement, est-ce qu'il serait pas l'heure de la question qui fâche? Franchement, je la tire moins, parce que j'en ai pas tiré. Alors, Allez. je me fais le roulement de Allez, tambour. vas-y, va. J'ai vraiment envie que ça fâche là. J'ai envie que. Vous voyez, on est 5. J'aimerais qu'il y ait vraiment un 3-2 ou quelque chose comme ça. Là, ouais. Non, mais elle cherche les représailles. Elle en cherche fait. un truc, hein. Elle cherche La question. Oh là cherche la là. bagarre. Elle cherche les problèmes. On Encore- change sinon, si ça va pas. Alors, Si ça se nous Ah, fâche bon. pas assez. Bon, allez, on la pose. Alors, les cyclistes doivent être sanctionnés quand ils empêchent la circulation sur leur voie de circulation. on l'a Oh, on l'avait déjà donné, si, celle-là. Ouais, il me semble qu'on en a parlé déjà. Ou on fait un remake. On fait un remake. On l'avait déjà posé, celle-là, non? Si. C'est Non exprès pour embêter C'est pas Nicolas. vraiment. Mais Nicolas, il en fait tout seul du vélo. Donc, Bon, si ça vous va. voulez, Alors, on pose- change de question qui fâche. Oui, Parce que... allez. Ça empêche la circulation sur la voie. Je trouve que- Voilà. C'est pas prévu. Alors, est-ce qu'on d'empêcher prend les en gens. compte, par exemple, le tour cycliste qui... Ah non, rien à voir. Non, Ça, c'est- rien à ça, voir. rien à voir. Alors, C'est du sport, attendez, là, moi, le côté cycliste qui empêche de circuler, j'ai envie de dire, le seul événement que j'ai pu, on va dire, expérimenter, c'était quand je me suis pris un entraînement. Hein. On parle pas du tour cycliste qui se déroule, hein, où là, la course est lancée. Ah oui, voilà. Je parle des entraînements où vous avez des portions qui sont en mode escargot et que vous devez attendre. C'est ça qui fâche. C'est ça qui fâche. C'est ça qui fâche. Mais là, on la partage Non, mais pas, c'est là, on les la groupes, les monopolise. groupes. Et elle parle des groupes de cyclistes à l'entraînement, mais qui roulent à 25 à l'heure ou à 30 à l'heure parce qu'il y en a qui sont moins doués. Bon, ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Repensons nos routes. Repensons nos petit routes. à petit. Ouais, alors déjà qu'on n'arrive pas à les repenser pour nous automobilistes, alors si on doit commencer à les penser pour les 3 petits cyclistes qui se Allez. courent Est-ce après que la l'entraînement. piste du COS, par exemple, qui a été prévue pour, est utilisée là, je fais exprès, depuis Nicolas, là, exprès, là. Pour les jeunes qui. Voilà, pour les jeunes, pour apprendre à faire du vélo. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se retire une question qui fâche ou pas? Allez. Allez, vas-y. Ah ouais, parce que là c'est j'ai la bien, pression les par là. questions qui là, fâchent, on quand y même. Bon, allez, c'est Nico. parti. Oula, en plus elle est en rouge. Ça pique. Ah, mais on l'avait déjà faite. Ah ben, repioche. Allez. Non, Vas-y, repioche, il a raison. repioche, Jimmy. repioche, allez-y. Ouh, ça va. Et la Marathon. pression. Ah. C'était pour info, c'était concernant le permis à 3 points pour les jeunes Non, conducteurs. Donc on l'avait déjà faite. Bon là, mais ça, il y a beaucoup de recyclés Ah, là. mais qu'est-ce qui se passe Il t'a laissé la boîte, Ah bon, Jean-Marc. allez, avec les allons-y, c'est enseignes. parti. Question qui fâche. Allez. Les hommes sont plus énervés que les femmes au volant. Ah, Allez, c'est hop, pas vrai. ça, Alors là, jamais. Moi, je suis Ah, pour c'est pas l'égalité. Tout le monde va s'énerver. je suis Allez, pour voilà. l'égalité. En fait, je pense qu'il fallait que Allez. je tombe sur la question. Allez, alors là, hop, c'est pas vrai. je vous laisse piailler entre vous. Et... Disons que. Alors, Ah, pas fait. J'ai les femmes. non, Jimmy, femmes au commence. volant. Jimmy, allez, j'invite parce que là, ça y est, je sens qu'on va Vas-y, rentrer dans un Jimmy. combat de coq. Ah, les Jimmy, femmes- les femmes au volant, c'est des sorcières. Ah ouais, frère. Ah tu ouais, vas des femmes t'attraper au volant. des problèmes. Les femmes au volant, une femme seule dans sa voiture, climatisée, tu lui fais une queue de poisson, mon vieux. Mais pourquoi tu le fais une queue de poisson ouais, aussi en même temps Non, mais vraiment. Bref, tu fais un truc et ça lui plaît pas. Ah, mais on c'est fait normal, toujours des en trucs qui fait. plaisent pas aux femmes, Jimmy. De toute façon, on sait bien. Ah, la voiture elle tremble. Ah non, une femme au volant seule, c'est pas possible. ah oui. Non. à Pour en dire- avoir entendu parler. Non, mais les filles, défendez-vous là. J'ai des amis, J'ai j'ai pas droit à la des parole amis pour femmes. l'instant. J'ai Nous des attendons. amis femmes, même leurs enfants, quand elles les entendent en voiture, elles disent mais maman, qu'est-ce qui t'arrive quoi? Ah Non, mais non. change d'amis, voilà. Elles ne sont pas représentatives. J'adore. Non, mais j'adore Ah, parce non. qu'il m'a plié de rire là. Non mais Jimmy. c'est vrai. Non, mais par exemple, vous deux, est-ce que Ah, non. vous énervez en voiture? Alors, j'ai envie de te dire, pour Allez, ma Yona. part, voilà, je suis vraiment très douce. Menteuse, menteuse. Vraiment Menteuse. sereine. Yona, tu sors. J'accepte. Yona, tu sors. Alors, Et toi, Andrea? Yona, éliminé, tu sors. Merci, au revoir, à bientôt. Vous êtes le Bye bye. maillon faible. Vous êtes le maillon faible. et blague à part. En fait, on s'énerve pareil. Non, Quand c'est je pas dis vrai. non, attends. Ah, Quand ça je y dis est, on ça y est. s'énerve c'est pareil. la- Non. Quand je dis on s'énerve pareil, on s'énerve tous les deux, d'accord, les deux gens, mais pas effectivement dans les mêmes modalités. Le ok? fond est pareil, la forme est Tu vas différente. pas te Voilà, bagarrer en exact. descendant de la voiture, par exemple. Exact. Mais au moins, voilà, on a une Nous, belle ça crie, voix, ça s'exprime, ça. On fait La comment gestuelle. dire Voilà, l'émotion va s'exprimer. Voilà, il faut relâcher. Moi, j'utilise la beaucoup le pression. klaxon. Ah Parce non. que je sais que le klaxon, ça agace.
Il n'y a rien de pire que se faire klaxonner. Faut pas qu'on t'entende jurer. Dis la vérité. Vous êtes comme ça. On sait que vous êtes comme ça en voiture. On va chantonner pour vous, voilà. On sait que vous êtes comme ça en voiture. Les nanas derrière leur volant. Ah non, c'est pas possible. Ah non. Mais Jimmy, je le vois au volant de sa voiture avec son gros V8 là. Ah ouais. Et les hommes alors, vous êtes comment? Non, moi je suis tranquille. Vous êtes comment quand vous êtes énervé? Nous on est zen. Nicolas, c'est la diplomatie. Alors, très cher, d'accord. Ton clignotant était mal placé. Alors, je te prie, s'il te plaît, de te repositionner. Non, je ne pense pas. Écoute-moi, ça le saute. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Voilà, disons la vérité. Disons la vérité. Il faut avouer que culturellement, c'est le truc des Antillettes, c'est s'énerver au volant, que ce soit des hommes ou des femmes. Ça, c'est surtout les femmes. De s'exprimer. les femmes ont cette capacité à s'énerver seules. Et à crier fort. Non mais waouh. Non mais il faut voir. Non, vraiment, regardez On s'excuse auprès de nos auditrices. Hein, désolé, quoi. Et on est quand même en minorité sur ce plateau. Il va falloir qu'on trouve un système. Hein. Non, mais c'est vrai en plus. Elle s'énerve toute seule. Non, Eric, et longtemps j'ai confiance en ton jugement, en ton regard. Eric. Attends, je vais essayer de pas rire encore. Alors, moi je m'énerve, mais c'est très intérieur en fait. Ça va pas être expressif. Mignon, mais quand j'arrive ici, par exemple, et qu'on m'a fait plein de manœuvres un peu compliquées sur la route, je suis hyper stressé après, en fait. Mais je m'énerve, j'extériorise. T'es effet à rebond, toi. Ouais. Non, mais j'ai l'impression que c'est le genre à exploser à la maison, quoi. Ouais, je suis une bombe à retardement. Tu m'en fais une queue de poisson, tu vas Je suis une bombe à retardement, en qui fait. part et tout ça, etc. Il faut même que je prenne sur ta moi femme pour qui est basculer, mais elle reste quand même non, oui. De toute façon, une chose est sûre et certaine. Autant la femme en public est adorable, tout ce qu'on veut, autant en voiture, c'est une guerrière. C'est une. J'en vois dans le public, ils font des grands signes de tête. Ils sont pas d'accord. C'est une guerrière. Ah ouais, pas tout le monde est d'accord par ici. Alors, femme ou homme plutôt énervé au volant, ça dirait quoi? Enfin, femme. Je vais arrêter de solliciter le public. L'appel du public, il est pas bon pour moi. L'appel du public, il est pas bon pour moi. Donc le public, je ne voyais pas là, mais le public participe en même temps. Ah ben voilà. Oui. Alors bon, voilà. Apparemment, mais déjà dans la salle, j'ai l'impression qu'on est en minorité nous les femmes. Donc déjà, il y a un souci là-dedans. Là, voilà, déjà, il y a un complot. Vous avez tort, merci. Jimmy déjà dit la femme, c'est vrai qu'avait tort par le nombre. Alors c'est vrai que quand même par expérience, j'ai les plus, enfin, j'ai pas eu d'altercation vraiment incroyable en voiture, mais on va dire les petites altercations sur un parking ou sur une intersection où il y en a un qui s'insère. Ben, c'est souvent des femmes. Alors, oui, mais elles vont pas se battre quand même parce que non, les hommes, le doigt d'honneur par contre, il est hyper easy. Hein. Il sort facile, hein. La gestuelle, ça sort. Hein. Ouais, en Martinique, le doigt d'honneur, c'est gentil. Voilà, en Martinique, c'est l'élocution imagée. Il y avait une histoire de miel à un certain moment, je ne sais pas si vous vous rappelez. De quoi? De miel. Oui, tout à fait. Alors quelqu'un peut m'updater sur cette histoire de miel, s'il vous plaît? Alors, disons-nous, vas-y, raconte. Bah non, oui. t'as le sujet, t'as commencé, voilà. Ben, écoutez, cultive ton audimat. Non, c'est vrai qu'à un certain moment de mémoire, vous me direz, il y avait un automobiliste qui était assez proche, voilà, du véhicule de cette chère dame, et elle a donc demandé poliment, cette chère dame, mais avec beaucoup de, très expressive. Avec cette expression, en tout cas, qui nous reste aujourd'hui, est-ce bon d'amour ni miel? Voilà. Ben, il faut donner les termes à un certain moment. Vous êtes là, vous avez peur. Non, mais t'as raison en plus. Voilà. En français dans le texte. Voilà, comme une. Voilà, merci Nicolas parce que j'y étais pas moi. Ben oui, comme un petit insecte. C'est fleuri en même temps, c'est joli quand même. Hein. Ah non, c'était. Tu as vu, c'est fleuri. Voilà. Moi, je trouve c'est poétique. Bah oui, on est sur l'île aux fleurs. Hein, j'ai adoré l'expression. Mais alors, attendez, c'est sorti d'où ça? Et c'est resté dans les annales. C'était sur la portion de route c'était dans le sens Lamentin-Fort-de-France. C'était toi derrière. Au niveau. Non, c'était pas moi. Bah oui, j'aurais bien voulu, mais c'était pas moi. Je pense que ça a calmé tout de suite le monsieur, n'empêche. Ah oui, largement.
preuve Non, que... il faut rester calme en voiture. Oui, voilà, restons calmes au volant, mesdames. Eh bien, aïe, aïe, aïe. Non, Bon, mais je pense que c'est le moment de couper court et de faire un instant publicitaire. Je pense que j'ai des comptes à régler. Je sais pas si on va retrouver tous nos chroniqueurs après l'espace publicitaire, mais je pense qu'on va régler quelques comptes et recadrer un peu le plateau. Oui, allons-y. Si on est Ceci encore dit, vivant ça va après se faire l'espace le cuir, ça va publicitaire, se Recadrons. on sera peut-être pas là après l'espace Merci à publicitaire. tous et Appelez à le tout de SAMU suite. directement. Vous êtes de retour avec la bande AJM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show automoto des Antilles. Merci d'applaudir nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Et bien évidemment, merci d'applaudir nos fidèles partenaires. Je parle bien évidemment de Label Web, de Speedy Martinique, du Casino Batelière Plaza, de l'arrobase du Casino Batelière Plaza et de gtmac.fr. Alors nous allons attaquer cette dernière partie d'émission avec nos deux chroniqueurs, Jimmy et Nicolas, qui vont nous parler respectivement de Stellantis et des V8 MI pour Jimmy et de la Toyota hybride ensuite pour Nicolas. Donc Jimmy, je te laisse la parole et fais-nous un petit topo sur Stellantis et sur les V8. On va essayer d'être Ouais, j'ai vu V8, j'ai dit ça c'est pour Jimmy. Ah ben c'est gentil. Merci ma chère. Merci. Je t'écoute. Tu as bien fait. Ben alors il semblerait que pour cette année 2025 que le groupe Stellantis repartirait sur la production de ce moteur, en fait de le remettre à nouveau en production. C'était un moteur qui auparavant, du temps de Carlos Tavares, ancien PDG du groupe, qui avait tout fait pour l'éliminer, mais qui apparemment devrait être remis au goût du jour, puisque ça n'a pas été du goût de tout le monde dans le groupe à cette époque-là. Donc c'est une information qui a été transmise par un site, Mopar Insiders. J'aime bien ton accent, là. C'est classe. Ouais, là je pense qu'on tient quelque chose. Hein. Qui préfèrent avec des sources qui préfèrent rester anonymes. Et il serait apparemment prévu que Stellantis relancerait la production des moteurs V8 MI de 5,7 litres de cylindrée, de 6,4 litres et de 6,2 litres avec un compresseur volumétrique. Alors les puristes sauront de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Ça serait pour quel type du coup de véhicule? Alors vraisemblablement ce serait pour ceux des Dodge, les Challenger et les Charger particulièrement, puisque avec la version électrique Daytona qui a peine à se vendre en ce moment, c'était deux véhicules un peu iconiques et qui apparemment seraient remis au goût du jour avec ces moteurs. Il y a aussi des rumeurs qui font apparemment état de l'arrivée d'une toute nouvelle cylindrée bien plus importante de 7,3 litres. Mais là on s'éloigne de 2035 et de... Ah mais totalement. Mais là on oublie. Là on oublie. Là. Là, on oublie. Mais alors... Donc là, c'est le commerce qui prend le devant sur l'écologie. On va refaire... Un petit peu, puisque il semblerait... Alors, pas il semblerait. En plus, le redémarrage de la construction de ces moteurs a repris un petit peu, justement au Michigan, dans l'usine d'assemblage de la ville de Dundee. Et ça a été repris dès la fin de l'été dernier, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà. En gros, c'est ça. Mais c'est une annonce qui arrive un peu quelques temps après l'arrivée de Donald Trump en tant que président,
qui avait éliminé rapidement tout ce qui était toutes les mesures incitatives pour les véhicules électriques et qui avait modifié les cibles d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est une arrivée qui n'est pas étrangère à la nouvelle qui nous occupe, mais il va sans dire que Stellantis craint moins maintenant les représailles des autorités quant à ce moteur, réputé malheureusement pour ses émissions élevées et ce qui avait mené à sa perte initiale. Puis surtout, ils ont un marché américain qui est important. Avec le marché américain, c'est le premier pour ce type de moteur. Donc il ne faut pas oublier qu'on est une planète et nous, on parle toujours de l'Europe et de notre petit continent finalement, où on vise l'écologie et tout ça, mais il y a pas mal d'autres pays qui s'en fichent un petit peu quand même. Hein. Je pense que tu as un gros argument, c'est que c'est un véhicule dont le moteur est produit aux États-Unis. Oui, tout à fait. Voilà, donc pas de taxes. Donc, pas de super taxes non plus, également. Donc il va être concurrentiel là-bas. Mais ouais. Alors triste ou pas triste? Alors moi je dirais pas triste, mais après c'est toutes les taxes supplémentaires qui vont se rajouter dessus. On en a entendu parler, on est en plein dedans là avec ce que M. Trump a mis comme taxe exorbitante pour une grande partie des produits qui sortent des États-Unis. Malheureusement, ça va aussi toucher les véhicules. Il faudrait peut-être qu'on puisse avoir l'avis de l'importateur local ici qui vend ce type de véhicule-là pour savoir quelles seront les répercussions au final sur le tarif des véhicules. Est-ce que finalement, comme c'est une marque de Stellantis, est-ce qu'elle sera taxée ou pas? Ça reste à voir. Dans l'autre sens, ça aurait été des véhicules qui partent de l'Europe, principalement l'Europe pour aller vers les États-Unis. Dans l'autre sens, ça peut être non. Oui. Ça reste à voir. Alors, c'est toujours, on sait toujours qu'on n'a jamais la vérité absolue et que tout peut changer en un claquement de doigts. Donc déjà, quand on voit mondialement ce qui se passe entre les taxations maintenant depuis les États-Unis, on va voir ce que l'avenir nous laisse. En tout cas, pour l'écologie, c'est pas vraiment une bonne nouvelle quand même. Oui, mais bon, il n'est pas connu pour son empathie pour le côté green. Alors, Nicolas, je vais m'adresser à toi. Merci beaucoup, Jimmy, pour cette chronique très intéressante. Je sais que dès qu'il s'agit de V8, je suis présent. Tu es présent. C'est bien, merci. Je serai présent. Nicolas, fais-nous un petit topo, justement, de Toyota hybride ou Angry. Donc, le pourquoi du comment, ce petit jeu de mots aussi. Alors, je te laisse nous faire un petit short. Alors, est-ce que déjà, c'est ce que ça veut dire? Angry? Alors attention comment tu dis, ça veut dire plusieurs choses. Angry. Avec un A? Comme Angry Bird. Angry Bird. Je suis fâché tout blanc. Très bien, c'est dommage. Il faut aller sur YouTube pour voir la tête de Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2024, c'était vraiment l'année faste pour l'hybride, avec des ventes qui ont explosé. L'hybride débridé. L'hybride débridé, oui, exactement. Et pourtant, derrière cette façade de succès, les constructeurs ne jubilent pas tous. Jusqu'à l'an dernier, le top était à 100% électrique, mais le marché a décidé autrement en forçant un rétro-pédalage stratégique général. Le problème, le constructeur n'est pas seul au monde. Il dépend d'une armée de fournisseurs et de sous-traitants dont la capacité à changer de cap du jour au lendemain est limitée. Résultat, des retards de livraison. Ça bloque. La presse spécialisée, on peut citer Carscopes, Automotive News, met en lumière les difficultés de Toyota et de Stellantis face à la lenteur de la réaction de leurs partenaires. Toyota peinerait à obtenir un mouvement spécifique à la transmission hybride, allongeant considérablement les délais de livraison de certains modèles. Même son de cloche, c'est chez Stellantis. On a Jean-Philippe Imparato, vous savez que c'est le grand patron Europe, n'est-ce pas, Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est un fournisseur de Toyota. Je me perds un petit peu dans mes notes. C'est le fournisseur. C'est un manque de frites, Bah oui, c'est vrai. Je pense qu'on triplera la ration pour la prochaine On fait une émission. petite typo là. Ouais. Oui, ben non, mais Jimmy était là. Ah non. Arrêtez. Bon. Allez, on est tous d'accord, c'est Eric. Allez. Donc, Jean-Philippe Imparato a récemment confié devant le Sénat français que le groupe rencontre des problèmes d'approvisionnement pour les composants
quel est de son système hybride équipant la quasi-totalité de ses gammes. Donc, des sources internes à Toyota ont confié à Reuters que les stocks sont au plus bas chez les concessionnaires, que ce soit en Europe, au Japon, en Chine ou aux États-Unis. En Europe, il faut compter maintenant en moyenne 60 à 70 jours d'attente pour une nouvelle hybride, soit 2 fois plus qu'en 2020, à cause des pénuries de composants, notamment chez Exin, géant de la pièce auto et filiale de Toyota, qui n'a pas réussi à obtenir ses Rotors et Stators à temps, bloquant la production des moteurs hybrides. Toyota se doit assurant affirmant avoir amélioré ses délais par rapport à l'an dernier. Je cite, notre capacité de production de pièces hybrides chez nos fournisseurs comme en interne est désormais en ligne avec nos objectifs annuels de production et d'assemblage de véhicules. Alors, une question pour vous. La croissance euphorique ou casse-tête logistique pour lui? C'est un peu... Cette question, Toyota et Stellantis réussiront-ils à surmonter ces obstacles d'approvisionnement? Bah oui, je pense. Ils ont la capacité, ils ont les ressources internes pour trouver une solution et pour arriver à développer. Le problème, c'est qu'on retiendra que l'hybride se vend trop bien. Trop bien. Voilà, trop de demandes, donc voilà, donc ils n'avaient pas anticipé. Et justement, en fait, c'est un bon problème. On trouve toujours une solution. Ils vont trouver la solution. Et c'est plus compliqué de créer une usine et de se rendre compte que la ligne mise en place ne fonctionne pas. Les pertes sont beaucoup trop énormes. Sur un véhicule sur lequel on va se plaindre qu'il se vend trop bien et qu'on n'a pas l'approvisionnement, 2 options. Soit on augmente le prix du véhicule, et dans ce cas-là, on a moins de demandes, mais on a plus de rendement sur le véhicule. Soit eh bien, on augmente la force de frappe, et dans ce cas-là, on investit dans une usine. Donc dans tous les cas... Là, en fait, c'est pas de leur fait à eux, à Stellantis ou à Toyota, c'est les sous-traitants. Donc, oui, mais qui dit être autonome aussi sur un montage d'usine pourrait permettre une meilleure gestion des fournisseurs et des pièces. Exactement, de ne pas devoir attendre auprès des fournisseurs. Exactement. Comme pendant le Covid, où il y avait eu des problèmes d'approvisionnement pour tout ce qui était électrique, justement électronique. Donc, eh bien, écoute, Nicolas, je te remercie pour cette chronique. C'est toujours très intéressant de justement voir un petit peu ce qu'il en est sur le marché d'ici et d'ailleurs, comme on le dit si bien dans notre émission. Et justement, alors, on ne va pas repartir sur une question qui fâche, mais je vais vous poser une question qui peut fâcher aussi. À votre avis, le constat à l'amiable est-il obligatoire? Se fait-il à l'amiable? Se fait-il? Alors, Eric. Alors, il me semble bien que ce n'est pas obligatoire, mais ça complique beaucoup les choses si on ne le fait pas, en réalité. Ouais. Voilà. C'est une entente entre les assurances. Ça, c'est le code des assurances. Donc, après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec la personne en face de soi, mais on peut faire des déclarations soi-même, chacun de son côté, même si la personne n'a pas signé sur le constat, justement. Alors, Nicolas. C'est le mot amiable qui est important. Le constat est obligatoire. Oui, le constat. Non, a priori. C'est selon le bon vouloir de chacun. Et la bonne foi de chacun aussi, je serais tenté de rappeler. C'est ça, chacun va essayer de ne pas payer la facture à la fin, donc de ne pas prendre le malus, de pas va donner des explications différentes de l'autre personne. Yona? Alors, je serais plutôt du parti de l'obligation, pour moi. Mais c'est vrai que... je rebondis sur ce qu'Eric a dit. Non, pourquoi penser... Il y a des personnes véritablement qui savent qu'elles sont en tort. Il y a des gens honnêtes, oui, parfaitement. Oui, voilà, et qui la mauvaise foi a toujours existé, il existera toujours. Quand il y a un coût derrière ça, les gens vont essayer de ne pas le payer, justement. Donc, c'est humain, en fait, de pas... Voilà. Mais effectivement, je pense aux personnes qui quittent le lieu de l'accident. Voilà, ça peut être compliqué. Donc, le côté amiable... Voilà. Mais en tout cas, pour moi, ce serait obligatoire. On verra. Et toi? Jimmy? Mais le constat, oui, c'est obligatoire. Quand il y a
une avarie. Sur son gros V8, à Jimmy, ça laisse pas de traces. Entre deux véhicules. Il sort le fusil et là, tu as compris que le constat à l'amiable, il avait pas le choix. Comme ça. Mais le constat reste un outil de défense de l'automobiliste et d'indemnisation, pardon, ça reste obligatoire. Oui. Alors maintenant, je pense peut-être savoir où va se diriger Andrea. Le constat tel qu'on le connaissait, version papier, oui, mais il y a encore mieux aujourd'hui. Est-ce que vous en avez, vous, dans les voitures là, maintenant ? La version en application sur smartphone qui rend les déclarations d'accident beaucoup plus simples et beaucoup plus fluides. C'est vrai. Oui, parce que... il y a eu combien de petits schémas qui sont passés sur les réseaux où on a vraiment envie de se dire mais qui a c'est soit tu es face à un architecte qui te fait le plan avec force détail, soit tu te retrouves face à un enfant de 2 ans et demi et puis tu sais pas quel est le véhicule A, quel est le véhicule B. Donc à l'heure actuelle, maintenant, j'ai envie de dire, le constat, ça serait, hop, on met les petits véhicules, on met l'arbre, on se fait un plan digitalisé. Ça, c'est sûr que pour le coup, le côté digital est très intéressant et prend tout son sens. Oui, puis ils en fournissent plus de constats, les assureurs. C'est obligatoire d'avoir un constat normalement. Non, mais il faut en avoir un, mais ils en fournissent plus. Hein. Vous en avez, vous, dans les voitures là ? Alors, oui, l'assureur, il en fournit. Est-ce que tu en as dans la voiture ? Ah oui, ok. Mais il y a encore beaucoup trop d'automobilistes qui ne sont pas au courant qu'il y a une application dédiée à ça. Alors, justement, il est courant de penser, comme vous l'avez dit, que le constat amiable est une obligation légale. Pourtant, la réalité est plus nuancée. En France, remplir un constat amiable n'est pas obligatoire au sens strict de la loi, mais il reste fortement conseillé pour plusieurs raisons pratiques et juridiques. C'est vrai qu'on a tendance à se dire non, je ne vais pas aller dans le constat amiable, mais qu'est-ce que ça peut apporter aussi de réaliser un constat amiable ? Alors, il faut déjà savoir que dans certains cas spécifiques, l'absence de constat peut poser problème. Accident avec désaccord sur les responsabilités. Sans constat, il sera plus difficile, bien évidemment, de trancher, surtout en cas de version contradictoire entre les parties, ce qui est toujours le cas. Tierces non identifiées, animaux sauvages, objets abandonnés. Ici, le constat partiel ou des preuves alternatives, photos, témoignages, seront nécessaires pour constituer un dossier solide. Accident impliquant plusieurs véhicules. Le constat amiable aide à clarifier la chaîne des événements et les responsabilités de chaque conducteur. En revanche, pour des accidents mineurs sans conséquences importantes, donc par exemple une rayure sur une portière dans un parking, un arrangement entre les deux parties peut suffire à condition que l'assureur en soit informé. Mais attention, sans constat, les recours sont limités en cas de désaccord ultérieur. Forcément, c'est comme un contrat juridique. Le constat, c'est ce qui permet de faire foi et de se protéger. Et donc, pourquoi il est important de remplir un constat amiable ? Eh bien, même s'il n'est pas obligatoire, remplir un constat amiable est vivement recommandé. Ce document agit comme une véritable photographie juridique de la situation. Donc c'est vraiment, comme on le dit, ça permet de se protéger et de se retourner contre la personne en cas de propos diffamatoires ou en cas de déformation de la vérité. Il consigne des faits objectifs et acceptés par les deux parties, évitant ainsi les complications ultérieures. Lorsqu'il est correctement rempli, le constat amiable facilite le travail des assureurs en fournissant tous les éléments nécessaires à une évaluation rapide et précise des responsabilités. Cela peut significativement accélérer les délais de traitement, notamment pour le remboursement des dommages matériels et ou corporels. Il peut également simplifier les démarches et bénéficier d'une couverture adaptée des acteurs comme par exemple Groupama et son assurance auto qui peuvent vous accompagner efficacement. En cas d'absence de constat, les démarches peuvent devenir plus longues et laborieuses. Par exemple, si un conducteur revient sur ses déclarations initiales, le constat signé reste un document probant, difficilement contestable. Donc c'est vrai que souvent, c'est très compliqué car selon qui on a en face de soi, une personne âgée, un jeune qui vient d'avoir le permis de conduire ou une femme un petit peu déboussolée ou un homme sous le choc peut faire des constats en n'ayant pas pleine connaissance de cause. Mais on a quand même quelques jours pour faire le constat. Il me semble bien qu'on a 5 jours. Donc oui, mais alors tu peux revoir la personne, mais ça doit être daté et signé.
Mais il faut savoir que la plupart du temps, tu ne peux pas revoir forcément la personne. C'est-à-dire si vous... En Martinique, c'est pas très grand, donc on peut se revoir facilement. On ramène pas tout forcément à la Martinique. Je parle en règle générale. On est sur un parcours de vacances, on a un accrochage sur la route des vacances. On le fait tout de suite, on le fait tout de suite, on va pas donner rendez-vous à la personne. Et si on attend de le recevoir par mail, je pense que votre constat, vous pouvez l'attendre longtemps. Donc c'est ça aussi qui est compliqué. Et l'absence de constat, les assureurs devront s'appuyer sur des preuves moins formelles, comme des photos ou des témoignages qui se compliquent les analyses. Donc vraiment, il est très important de formuler un constat amiable, même si ça prend du temps, même si ça saoule, même si c'est compliqué, et surtout ne pas hésiter à contacter une personne proche qui, si possible, peut se déplacer pour nous aider, surtout si on est une personne âgée ou un jeune conducteur qui ne sait pas forcément s'y prendre, et surtout ne pas hésiter à contacter les forces de la gendarmerie qui et de l'ordre. Qui ne peuvent pas établir le constat. Qui ne peuvent pas établir le constat, mais qui peuvent être présents s'il y a agression et menace, parce que souvent ça peut être le cas aussi, de personnes qui souhaitent intimider le conducteur en disant, entre guillemets, voilà, si tu vas pas dans mon sens, je te tape dessus. Donc, selon où vous tombez en panne, selon l'accident que vous avez eu, il est très fortement conseillé d'appeler également la gendarmerie. Et surtout, si vous avez un constat à faire, ne restez pas sur la voie de gauche, sur la rocade. Ah non, il faut sortir, il faut si le véhicule il y a eu un est roulant, accident terrible il n'y a pas longtemps, si le se mettre en sécurité, voilà. Si le véhicule est roulant, sortir de l'axe, se dégager le plus rapidement possible. Tout de suite. La première chose, c'est se mettre en sécurité. Alors, ce pour éviter le suraccident. Si tu permets, Andrea, puisque tu as parlé du constat, ce serait peut-être rappeler le nom de l'application qui est utilisée, qui est agréée par la majorité des assurances actuelles. C'est l'application e-Constat Auto. Alors, I pour E en français, E-6 Constat Auto. Une application très bien faite et qui est utilisée et agréée par la majorité des grandes assurances actuelles. Voilà. Juste pour rappel, c'est une très bonne information et on le mettra du coup en lien sur la vidéo. Moi, je ne le connaissais même pas. Tu vois, comme quoi. Et je conseille toutes les personnes qui sont présentes actuellement sur la radio d'en parler à vos proches et de télécharger l'application, car c'est toujours quand on en a besoin qu'on l'a pas sous la main. Et franchement, ça peut sauver des portefeuilles et des situations un petit peu cocasses. Donc merci beaucoup Jimmy pour cette information. Avec plaisir. Merci à vous tous pour votre participation et votre bonne humeur comme d'habitude. C'est toujours très important d'avoir une équipe comme la nôtre. Donc merci à vous et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce soir les experts automoto sur Maxi Martinique en simultané vidéo sur www.gtmag.fr. Ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Antilles diffusé sur Maxi Martinique. Et dès lundi, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe avec son invité politique. Et juste après le Super Moscato Show, entre ces deux émissions, vous retrouverez l'Instant Auto présenté chaque matin par Jean-Marc Volched à 7h05 et 8h05. Je vous dis bon week-end, à vendredi prochain 18h et surtout, gardez la bonne humeur. Bye bye à tous, à bientôt.